Et donc, ce duel au sommet sur la question nucléaire, de quoi s'agit-il? Et d'abord, pour commencer, les indispensables avec Pierre Barbin. Bonjour Pierre. Bonsoir Elisabeth, bonsoir à tous. Et donc, tout est parti de cette déclaration de Vladimir Poutine. Ce matin, il envisage la reprise des essais nucléaires en Russie. Oui, déclaration faite par le président russe lors de son conseil de sécurité, entouré de ses généraux, de son chef de la diplomatie. Discours retransmis à la télévision, comme c'est le cas à chaque fois que Vladimir Poutine parle de la question nucléaire. Mais cette fois-ci, il monte d'un cran. On ne parle plus des missiles Poséidon ou Borevnik, il évoque clairement la reprise des essais nucléaires. Écoutez. Соединенные Штаты, либо другие государства, участники соответствующего договора, проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия. Le processus est bien avancé car la Russie a même déjà trouvé un lieu pour faire ses essais. Écoutez le ministre russe de la Défense. И действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны. С учетом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки. Le lieu, le voici donc, l'archipel de Novaya Zemlya, situé dans l'Arctique, lieu symbolique, l'endroit même où avaient eu lieu les derniers essais nucléaires de l'Union soviétique le 24 octobre 1990. Pour bien comprendre ces essais nucléaires, nous avons retrouvé avec Perrine Combeau cette image. Elle date de 1961. Le 30 octobre, l'Union soviétique fait exploser une bombe à hydrogène de 50 millions de tonnes, déjà dans l'archipel de Novaya Zemlya. Alors, Pierre, pourquoi une déclaration maintenant, cette déclaration de reprise? Très clairement, c'est une réponse à Donald Trump. Ce conseil de sécurité était d'ailleurs quasi exclusivement consacré aux États-Unis. Le ministre de la Défense, Andrei Boloussov, qu'on l'a entendu à l'instant, affirme même « Les États-Unis ont mené un exercice simulant une frappe nucléaire préventive contre la Russie. Ce test aurait eu lieu il y a un mois à peine. » On rappelle que Donald Trump a déclenché cette escalade la semaine dernière avant un voyage en Asie à bord de son avion Air Force One. Il avait alors évoqué sa volonté de reprendre justement ses essais nucléaires. Écoutez-le. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. We've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Dans la foulée, son vice-président J.D. Vance avait expliqué que cet essai permettrait de voir si l'arsenal nucléaire fonctionne correctement. Écoutez-le. And that's part of a testing regime. To be clear, we know that it does work properly, but you got to keep on top of it over time, and the president just wants to make sure that we do that. Une carte, enfin, et plusieurs chiffres pour bien comprendre de quoi l'on parle et de ce qu'il se joue en ce moment avec le nombre d'ogives nucléaires détenues par chaque pays. 5580 pour la Russie, 5328 pour les États-Unis. Merci beaucoup Pierre et bravo pour l'archive retrouvée avec Perrine. Alors la première question peut-être qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une pure réponse mécanique de Poutine à Trump? Comment l'interprétez-vous? Qui veut commencer? François? Oui, c'est pas simplement un duel d'abord. Aujourd'hui, effectivement, c'est Poutine qui s'exprime comme il vient de le faire sur vos téléviseurs. Mais c'est aussi la Chine. La Chine n'a pas répondu au niveau de son chef d'État, mais il y a eu une déclaration officielle chinoise. Les deux pays ont réagi à une déclaration à la télévision de Trump il y a 48 heures à peu près sur 60 Minutes, qui est une des émissions phares de la télévision, et et Trump a nommément accusé les Chinois et les Russes. Ce qu'il n'avait pas fait jusque-là. Il disait eux, ils, au pluriel, donc ni l'un ni l'autre ne pouvaient se considérer comme étant spécifiquement visés. C'est donc une partie à trois. Mais là, Poutine, quand il répond, est-ce que c'est pour dire tu me dis que tu peux le faire,
moi aussi je peux le faire. Non seulement il peut le faire, mais comme le disait M. Belousov, le ministre de la Défense, il disait en Nouvelle-Zambie, en français ça s'appelle la Nouvelle-Zambie, les îles, il n'y a pas besoin de faire du russe pour la nommer. Merci. Là ça pourra servir. Les Russes ont préparé les polygones de tir de la Nouvelle-Zambie depuis qu'ils ont quitté en 2023, il y a exactement 2 ans, d'ailleurs ça s'est passé au début du mois de novembre, ils ont quitté le traité interdisant les essais nucléaires. Donc les Russes ont eu le loisir de se mettre en ordre de marche pour le cas où, comme l'ont fait d'ailleurs vraisemblablement aussi les Américains. Et comme sinon, je pense que M. Trump n'aurait pas fait les déclarations qu'il a faites, et comme l'ont fait aussi sur leur polygone de tir dans le désert du Gobi, les Chinois. On ne sait pas par ailleurs, petite parenthèse, mais enfin elle n'est pas non plus évidemment dérisoire, sans importance, c'est que quand Trump dit qu'il veut reprendre des essais, on ne sait pas s'il veut reprendre des essais des véhicules, des missiles qui transportent l'arme nucléaire ou les essais de l'arme nucléaire elle-même. Donc, de toute façon, on est un peu dans le flou. Mais que pensez-vous de la réponse de Poutine, Isabelle ? C'est une réponse de la bergère au berger, mais c'est vrai que déjà en 2020, Donald Trump avait annoncé qu'il aimerait bien faire un test nucléaire. Donc, quand il a redit ça... En répondant aux Américains. Non, en 2020. Il a dit, oui. Il a dit qu'il pourrait faire des essais sans que ce soit une réponse aux Américains. Il me semblait qu'il avait toujours dit je ne commencerai pas le premier. Trump, pardon. Trump, déjà en 2020, avait dit je ferais bien un test nucléaire. Quand il en parle la semaine dernière, tout le monde pense que c'est de la gesticulation diplomatique, c'est de la dissuasion, c'est le gros bâton face à Vladimir Poutine qui ne veut pas signer son cessez-le-feu, qui dégaine des nouvelles armes dont on ne sait pas si elles marchent vraiment bien et si elles sont opérationnelles toutes les 10 minutes. Le problème, c'est qu'entre-temps, il accuse à la fois la Russie et la Chine de faire des tests nucléaires, donc il en a rajouté. Donc là, on se demande s'il n'a pas ouvert la boîte de Pandore et si, en fait, il ne trace pas un petit chemin vers une nouvelle escalade nucléaire. Mais sur le fond, vous avez raison, il y a quand même beaucoup de choses qui restent confuses. Est-ce qu'il s'agit de tester des vecteurs, de tester des missiles, de tester des sous-marins ou de tester des armes nucléaires? On parle absolument pas de la même chose. Et par ailleurs, dans le traité d'interdiction totale des essais nucléaires, le TIS, il y a certains effets qui s'appellent, je parle sous le contrôle de François, mais les essais sous-critiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas sans matière fissile, qui sont autorisés. Et par ailleurs, tous les pays, les grands pays nucléaires, testent leur matériel et c'est normal. Quant à le test de l'explosion, il ne se fait pas par une explosion, mais il se fait dans des laboratoires de simulation. Est-ce que les Russes ont ces simulateurs ? Il me semble que autant les Américains peuvent simuler des essais, autant les Russes le font, si je puis dire, en taille réelle. Ce qui est malheureusement clair, parce que c'était très confus il y a une semaine. Les choses se sont malheureusement clarifiées. Partons d'abord du côté russe, là, on vient de voir les images. Les Russes disent bien qu'il s'agit d'essais nucléaires, en citant notamment le polygone de la Nouvelle-Zambie. Donc là, c'est clair. Ça, c'est absolument sans aucune ambiguïté. Du côté américain, Vance, vous avez entendu la déclaration également, le vice-président, M. Vance, a été très clair. On parle d'essais. On parle d'essais nucléaires, et notamment, dans le cas de Vance, il s'agit de vérifier en réel, par des explosions réelles, la tenue du stock d'armes nucléaires américains. Et il faut dire un mot de la France ici. La France a fait, après tous les autres, on a fait une série d'essais au milieu des années 90. Et ces essais avaient un objectif spécifique qui était effectivement de posséder les données nécessaires permettant au fil du temps de garantir le bon fonctionnement de notre stock d'armes nucléaires en l'absence de tout essai. Les autres pays nucléaires
ne l'ont pas fait. Ils étaient sur un autre calendrier, ils étaient sur une autre, dans une autre démarche, d'où l'impatience de certains responsables politiques américains, et les propos de M. Vance ou ceux de Trump en 2020, et d'où vraisemblablement aussi la hâte, parce que c'était une hâte de la part des Russes, de sortir carrément du traité en 2023, acte quand même très étonnant, parce qu'il n'y avait aucun fait particulier qui justifiait le retrait. Les Russes avaient visiblement envie de se mettre en situation, dès que la situation politique le permettrait, de procéder à de nouveaux essais. Il y a donc une certaine logique à cette affaire, et elle est escalatoire, elle est dangereuse, et il y aura vraisemblablement des essais russes, américains et chinois, parce que les Chinois n'ont vraisemblablement pas tout à fait apprécié le procès qui leur a été fait. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on écoute ensemble le chef d'état-major des armées françaises, Monsieur Mandon, qui aujourd'hui même, devant une commission parlementaire, si on peut l'écouter, Monsieur Fabien Mandon, qui évoque évidemment cette atmosphère préoccupante sur le nucléaire. Il y a quand même une atmosphère sur le nucléaire qui est préoccupante. Donc on est quand même dans un niveau de discours et d'agressivité dans les actes et dans les paroles qui est assez exceptionnel. Donc, moi, quand j'écoute M. Mandon, quand je vous écoute, on ne parle pas du sexe des anges. On a beaucoup dit que tout le monde était un petit peu dans le bluff. Richard, vous, est-ce que vous êtes inquiet? Oui, et je pense que c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce que voulait Donald Trump. Parce que Donald Trump, il savait très bien, il ne pouvait pas imaginer que Vladimir Poutine ne lui répondrait pas avec ce type de déclaration, et il ne pouvait sans doute pas imaginer que la Chine, à un moment donné, ne répondra pas. C'est ce que vient d'expliquer François. Pourquoi il le veut? Pourquoi il lance ça? D'abord parce qu'il ne peut pas s'empêcher de convoquer tout le monde sur le ring, parce qu'il pense toujours qu'il est le plus puissant. Donc c'est vraiment, ça fait partie du discours de Trump dans tous les domaines, monter sur le ring, et pardonnez-moi, quand on sera ensemble sur le ring, je vous casserai la figure. C'est son discours dans tous les domaines, y compris malheureusement, y compris sur les essais nucléaires. Et la deuxième chose, l'effet induit de tout ça, c'est que l'insécurité qui est générée, on le voit bien avec les déclarations du chef d'état-major français, qui est générée sur tous les continents, c'est-à-dire jusqu'au Japon, en Amérique latine, ça fait quoi? Ça permet à ce que tous les alliés, ou en tout cas tout le camp occidental, se tournent vers Washington et dit « si ça va mal, protégez-nous ». Et au fond, c'est ce que veut Donald Trump. Il veut des vassaux qui se tournent vers lui pour le protéger. Et il n'y a rien de tel pour un protecteur qui fait payer cher sa protection, pour un protecteur racketteur, il n'y a rien de tel qu'une situation d'insécurité maximale. Donc vous dites que c'est instrumentalisé. À mon avis, c'est ma thèse. Je pense qu'il l'assume. Il l'assume. D'un asservissement. Je dis pas qu'il veut une guerre nucléaire. Attention, mais susciter cette forme d'insécurité, je pense que ça lui convient. Oui, mais enfin, dans l'esprit de certains, par exemple, regardez cet élu républicain qui, dans la foulée, a effectivement tweeté ceci aujourd'hui, vous voyez, un élu trumpiste, lancer la bombe nucléaire. Je veux dire, ça, c'est au-delà de la désinhibition, c'est n'importe quoi, c'est du délire. Oui, parce que la minute où elle sera lancée, cher monsieur, vous n'existerez plus, vous serez réduit. Non, mais là, ce malheureux élu républicain, il rentre totalement dans le jeu de Poutine. Il ne faut jamais oublier sur ce sujet qu'on est dans le cœur du réacteur pour le coup de la propagande de Poutine, dont l'objectif est de terroriser l'Occident. C'est la dernière carte qu'il a encore en main. C'est de nous faire flipper, pardonnez-moi l'expression, mais sur la base de ces 5300 têtes nucléaires. C'est totalement absurde. 5300 têtes, ça correspond à une centaine d'apocalypses sur cette terre, donc c'est absolument invraisemblable. Maintenant, on a beaucoup parlé de bluff à 99%. Oui, c'est du bluff. Le problème, c'est le 1% qu'il reste. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans la tête de ces deux hommes? Pas simplement de Poutine, de Trump, qui rentre totalement dans son jeu, d'ailleurs. Et c'est ce qui est irresponsable. Quand, par exemple, Medvedev fait une déclaration en juillet dernier,
en parlant de Walking Dead et du système de la main morte, etc. On a quand même le président des États-Unis qui renvoie en patrouille 2 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. On est à ce niveau-là, à ce niveau puéril quand même de prise de décision. Et là, ça continue. Et comme le disait François tout à l'heure, c'est escalatoire et c'est extrêmement dangereux parce que là, on ne joue pas avec n'importe quoi. Et maintenant, le rôle des services de renseignement, pour revenir un petit peu sur mon cœur de métier, ce serait de savoir ce qu'ont exactement dans la tête ces deux-là. Et principalement Poutine. Mais oui, mais ce serait important puisqu'on ne le sait pas. C'est sur le 1% du bluff qui reste indécis. Mais en fait, Vladimir Poutine a largement contribué à cette espèce d'incertitude sur la chose nucléaire, puisqu'il a placé sa guerre d'Ukraine à l'abri de son parapluie nucléaire. Et s'il continue à le faire et de manière crescendo, c'est parce que ça a totalement marché. C'est-à-dire que ça a inhibé les leaders occidentaux qui ont appuyé sur le frein de l'aide à l'Ukraine parce qu'ils avaient peur de la menace nucléaire. Ce qui est vachement intéressant, c'est que Vladimir Poutine, il est un petit peu nostalgique de la guerre froide. La guerre froide, quand la Russie était l'Union soviétique et quand il avait les deux super grands. Il rêve de devenir cette grande puissance à égalité avec les États-Unis. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne veut négocier qu'avec le président américain et jamais avec les Européens. Mais la situation, elle est beaucoup plus dangereuse que pendant la guerre froide, parce que si on prend juste... Elle l'avait été quand même quelques heures. Oui, mais si on prend juste par rapport à la Russie à l'époque soviétique, il y avait quand même un politburo qui contrôlait le secrétaire général et qui, quand il prenait un petit peu trop de distance avec la doxa communiste, était remis dans le droit chemin. Là, on a un pouvoir qui est complètement capté par Vladimir Poutine. Il n'y a pas cette espèce d'effet stabilisateur qu'il y avait à l'époque de l'Union soviétique. Et c'est pareil du côté américain. C'est-à-dire, il dit, je commence pas, moi, c'est si Trump le fait. Oui, bien sûr. C'est pas moi qui commence. Bien sûr. La différence entre, j'allais dire, les épisodes précédents, y compris celui où les Russes sortent du traité il y a 2 ans, qui est quand même un des faits fondateurs de la crise qui est en train de démarrer. Ce qui s'est passé avant, c'était Poutine qui menait le jeu pour les raisons qu'évoquait très justement Isabelle, pour nous faire flipper. Autour de ce plateau, on était quelques-uns, toujours à relativiser les menaces de Poutine avec leur part de bluff et ainsi de suite. Et moi, je ne fais pas partie des gens qui ont jusqu'à présent dit on est dans l'escalade nucléaire. J'étais plutôt du côté de ceux qui disaient doucement, doucement, il ne faut pas trop rentrer dans le jeu. Là, autre chose. C'est Trump qui mène le jeu. Ah oui, voilà. C'est pas Trump qui rentre dans le jeu de Poutine. Je suis pas d'accord. C'est Trump. Non, mais ça, on peut pas être d'accord. Mais Trump a pris une initiative. C'est lui qui a pris une initiative, qui était de dire je vais procéder à des essais nucléaires. Et la raison que je vais invoquer, c'est de dire que les autres en font déjà. C'est que l'organisation internationale à laquelle appartient la France de surveillance du traité d'interdiction ne confirme absolument pas. Donc Trump a pris cette initiative. Il a beaucoup réfléchi aux armes nucléaires. Oui, mais François, c'était suite. Pardon. Oui. Trump a beaucoup réfléchi aux armes nucléaires. C'est un sujet sur lequel il s'est exprimé assez souvent depuis une quarantaine d'années. Il a sa doctrine. Et ce serait trop long d'en parler. On se souvient de lui parlant de Rocketman, vous vous rappelez, et en disant la Corée du Nord, si vous n'êtes pas féodé, on vous rasera. C'est une façon de donc Trump, comme si souvent, il a une idée derrière la tête. Et je pense qu'il a réellement envie de procéder à des essais. Et il faut écouter ce que disent les gens. Les gens, en l'occurrence, ici, c'est Trump, Poutine et le porte-parole chinois. Et là, ce qu'ils disent est basiquement inquiétant. Et le général Mandon a très bien capté ça. Une question un peu technique, et puis après on va avancer, mais ça se passerait dans le Nevada. La dernière fois, ça s'est produit en Nevada. Ouais. J'imagine qu'on ne relance pas des essais nucléaires comme ça. Non. Techniquement, ça demande du temps. Donc vous nous dites, François, ce soir, ça n'est pas improbable qu'on y arrive, mais... on peut se donner un peu de temps ou pas? Non. Pour une raison très simple, c'est que, les Russes, de leur côté, ont déjà pris leurs dispositions. Ce que disait M. Belousov tout à l'heure. Ouais. Il nous l'a dit, on est prêt.
Et je le crois, puisqu'ils ont quitté le traité il y a 2 ans. Et les Américains ont continué à entretenir les installations dans une partie du polygone du Nevada. Le polygone, ça fait plusieurs fois que vous le dites, c'est la façon de qualifier le site d'essai, le site d'essai. Et la Chine, qui dispose d'un seul polygone dans le désert du Gobi, facile à surveiller par les satellites. Beaucoup de ces choses-là se voient, soit directement, soit à travers les capteurs, des sismographes. Souterrains. Souterrains, absolument. Il y a des essais, il y aura la terre va trembler. Voilà. Et on a un laboratoire souterrain à Babrouille en Provence, à Rustrel, qui est capable de capter. La France est particulièrement bien équipée dans ce domaine, et donc on sait assez bien faire la part du vrai et du faux dans ce domaine. Donc on le saura. Mais j'ai une dernière question, assez rapidement, pardon. Si les États-Unis procèdent à des essais, donc Poutine dit « et nous », est-ce que dans la foulée, aussi, on va procéder à des essais? En France? Non. Alors moi, je n'y crois pas. Une seconde, c'est absolument impossible. Et pas parce que ça coûterait très cher et que ça mettrait très très longtemps, c'est parce que les populations ne l'accepteraient pas. Il y a un traumatisme. Il y a une reprise des essais nucléaires. Non, il y a les écolos. On n'est plus dans le même monde. La réponse technique, et pas seulement politique. Isabelle a raison sur la réponse politique. La raison technique, on a complètement démantelé le site de Mururoa et de Fangatofa dans la Polynésie. On a franchi un point de non-retour en la matière. Nous sommes aussi, il faut bien le dire, dans la situation heureuse d'avoir pu recueillir du temps de M. Chirac les données nécessaires à la pérennisation de notre stock d'armes nucléaires. Et puis que ce soit des essais explosifs souterrains ou à l'air libre, ce serait impensable sur le plan écologique aujourd'hui, environnemental. Je me pose juste, c'est une question. Mais on va pas pouvoir y répondre. Ce serait tenable pour un président français, prochain président, de ne pas faire d'essais alors que tous les autres en font? On n'a pas, sauf à les faire en métropole, ce que je n'imagine pas un seul instant, ou en Corse, ce que j'imagine encore moins. Ils ont certes l'habitude des bombes, mais c'est pas les mêmes. Ils vont pas mal réagir. Je pense qu'ils réagiraient très mal. Beaucoup. Donc la réponse courte, c'est inenvisageable. C'est inenvisageable. Ça ne fait pas partie du champ des choix. Richard Verly. Merci.